Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Désenclavement de 5 localités autour de Bamako, 56 km de route pour plus de 27 milliards de francs CFA, avec un délai de 15 mois pour boucler les travaux. Le président de la République vient de lancer les opérations. Les enseignants du fondamental retournent dans les classes après près d'un mois de grève. Pendant ce temps, ceux du supérieur se mettent autour de la table de négociation. Ces derniers étaient reçus tout à l'heure par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, instituée en 1993 par les Nations Unies. Situation pas très reluisante au Mali, 116e sur 180 pays. Mondialito de football, le Mali conserve son titre de champion du monde des moins de 10 ans. Nos mini-champions ont présenté aujourd'hui leur trophée à la première dame Keita Aminata Maïga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le communiqué du Conseil des ministres. Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui en session ordinaire dans la salle de délibération au palais de Koulba sous la présidence de Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aïssata Ibrahim Maïga. Alors après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de la Justice et sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant code de déontologie des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Les fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée, régis par la loi du 7 juin 2016, sont chargés du maintien de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Ils participent à l'exécution des décisions pénales ainsi qu'aux actions de réinsertion sociale des personnes détenues dans ces établissements. Le présent projet de décret, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi suscitée, précise et complète les règles de déontologie applicables aux fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Il soumet le personnel de l'administration pénitentiaire, notamment aux devoirs de loyauté, de dignité, de probité, d'intégrité et d'impartialité dans leur rapport avec les personnes détenues et leur autorité hiérarchique. Il fait obligation aux fonctionnaires concernés de veiller à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes détenues et d'assurer l'information de ces personnes sur leurs droits, leurs devoirs et les sanctions qui leur sont applicables. Il fait également obligation à l'État d'assurer la protection des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le projet de décret définit aussi les responsabilités des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée dans la mise en œuvre de la chaîne de commandement. L'adoption du présent projet de décret contribuera à l'amélioration des conditions de travail et de détention au niveau des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Elle participe aussi de la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux, dont l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus appelées règles de Mandela. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport aérien des pèlerins de la filière gouvernementale et de leurs bagages au titre du Hajj de l'année 2017.
Le marché relatif au transport aérien des pèlerins de la filière gouvernementale et de leur bagage au titre du Hajj de l'année 2017 est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement égyptaire Amazer Voyage pour un montant, toute taxe comprise, de 2,2 milliards de francs CFA et un délai d'exécution de 2 mois. Le marché conclu répond aux exigences du protocole d'accord signé en février 2017 avec le ministère du Hajj du Royaume d'Arabie Saoudite. Son exécution permettra aux pèlerins de la filière gouvernementale d'accomplir leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions possibles à travers, entre autres, la réduction des frais de transport et la maîtrise des programmes de vol. Le financement du marché est assuré par le Fonds spécial de pèlerinage 2017. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, sur le rapport du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2016-026 du 14 juin 2016 relatif à la formation professionnelle. La formation professionnelle est le processus d'apprentissage permettant à un individu d'acquérir les compétences et les habiletés nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. Le projet de décret adopté précise et complète les dispositions de la loi du 14 juin 2016 relative à la formation professionnelle. Il définit les mesures d'organisation, de pilotage, de gestion et de financement de la formation professionnelle en tenant compte des normes et standards nationaux et internationaux en la matière. Il apporte au cadre juridique et institutionnel de la formation professionnelle des innovations majeures dans la perspective de satisfaire les besoins du marché du travail en ressources humaines de qualité afin de soutenir la compétitivité et la performance de l'économie nationale. L'adoption du présent projet de décret contribuera à l'accroissement du taux de qualification des ressources humaines afin d'assurer une adéquation continue entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, chef de cabinet, M. Siragata Traoré, conseiller des affaires étrangères. Au titre du ministère des droits de l'homme et de la réforme de l'État, secrétaire général, M. Abraham Bengali, professeur de l'enseignement supérieur, chef de cabinet, Mme Safiatou Traoré, ingénieur en informatique. Au titre du ministère de l'élevage et de la pêche, chef de cabinet, M. Mamadou Issa Diarra, administrateur civil. Chargé de mission, Mme Maïga Aïssata Niari, biologiste, Mme Dia Kadidja Tangara, journaliste. Inspecteur à l'inspection de l'élevage et de la pêche, M. Dodo Traoré, vétérinaire et ingénieur de l'élevage. Voilà, ce sera tout pour ce soir à cet Ibrahima Maïga. Merci beaucoup Ibrahima Diombele. Nous poursuivons cette édition avec le président de la République qui a reçu hier dans la soirée les acteurs du football malien venus lui rendre compte de l'entente retrouvée suite à la crise entre les protagonistes. Le président Ibrahim Boubacar Keïta les a exhortés à plus de responsabilités et à se consacrer au rayonnement du football malien. Khalifa Nama Traoré. Moins d'une semaine après la signature d'un protocole de sortie de crise sous l'égide du Premier ministre, les acteurs du football malien se sont rendus à Koulouba afin de prendre les conseils et suggestions du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a surtout invité la grande famille du football à l'unisson. Il s'agit là d'un nouveau départ qui nécessite un climat apaisé pour le bonheur de la discipline. Le président de la République nous a manifesté vraiment sa satisfaction par rapport à la paix retrouvée dans l'environnement du football malien. Il nous a progressé pour qu'à l'avenir, nous ne puissions plus vivre pareille crise. Et ça a été un bel exercice. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier et le Premier ministre, féliciter les membres du gouvernement qui, par leur courage, leur perspicacité, leur sagacité, nous ont permis d'atteindre ce résultat. Et nous, de notre côté, nous ferons tout pour que les résultats atteints à travers le protocole d'accord, ce protocole d'accord puisse être exécuté à la lettre. Il a été question d'entente, de sport, de football. Le football, c'est beaucoup de passion. Et la passion rend parfois aveugle. Mais notre engagement, l'amour pour le football, le patriotisme a fait que les uns et les autres ont pu arriver à la raison pour trouver ce protocole
que nous passons, qui est un très bon compromis. Nous avons souhaité qu'il y ait naturellement une application suivie par un comité, ce qui permettrait d'éviter toute autre interprétation. Le comité provisoire a vu le jour justement pour venir réunifier la grande famille du football malien. Nous sommes venus en rassembleur et aujourd'hui avec cet accord signé, nous sommes plus que jamais heureux et nous estimons à partir de ce moment que notre mission est terminée. Des défis énormes attendent désormais le football malien, entre autres la bonne participation des Aiglonnais à la phase finale de la CAN au Gabon dans quelques jours, la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, les qualifications à la Coupe du Monde 2018, la poursuite du championnat national interrompue à la 6e journée et l'organisation de la Coupe du Mali, 57e édition. Dénouement heureux également suite à une partie de la crise qui secoue le secteur de l'éducation. Hier, les syndicats de l'enseignement fondamental et le gouvernement sont tombés d'accord sur les points de revendication. Dans une déclaration, les enseignants décident de lever leur mot d'ordre de grève. Je vous propose d'écouter Tiemogo Dao, il est le porte-parole des syndicalistes. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Traoré. Le préavis portait sur l'application immédiate du procès verbal de conciliation du 8 janvier 2017. Les points du procès verbal du 8 janvier 2017 sont les suivants. 1. L'adoption d'un statut autonome de l'enseignant. 2. L'harmonisation des salaires des enseignants maliens avec les salaires de la sous-région. 3. L'augmentation de l'indemnité spéciale de responsabilité pour les enseignants des catégories A, B et C. 4. La régularisation de la situation administrative et financière des sortants de l'ENSUP, nouvelle formule, au même titre que ceux de l'ENI et de l'IPER-IFRA. 5. La conformité de la relecture de l'arrêté 3282 du 11 août 2011 avec les recommandations de la lettre de protestation des différents syndicats. Les travaux ont abouti à ce qui suit. Point 1, 2 et 3. Il sera adopté un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l'éducation préscolaire et spéciale et des enseignements fondamentaux et secondaires. Une commission tripartite proposera, dans un délai de 10 jours, un statut et une grille indiciaire annexée de 16 échelons, par suppression du dernier échelon de la classe exceptionnelle, avec comme indice plancher 235 et indice plafond 1060. Le gouvernement s'engage à déposer le projet de loi relatif à un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l'éducation préscolaire et spéciale et de l'enseignement fondamental et secondaire sur le bureau de l'Assemblée nationale au cours de la session parlementaire d'octobre 2017. La date d'application du statut et de la grille indiciaire annexée est celle de la promulgation de la loi y afférente. L'incidence financière de la grille est fixée à 5 620 millions de francs CFA. Point 4. La régularisation de la situation administrative et financière des sortants de l'ENSUP nouvelle formule, au même titre que ceux de l'ENI et de l'IPER-IFRA. Le gouvernement s'engage à régulariser la situation des sortants de l'ENSUP. Cette régularisation concerne les diplômés de 2013 et de 2014 qui ont intégré les fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Une commission sera mise en place à cet effet. Le palier d'intégration des diplômés de l'ENSUP sera défini en fonction de la nouvelle grille. Point 5. La conformité de la relecture de l'arrêté 3282 du 11 août 2011 avec les recommandations de la lettre de protestation des différents syndicats. Le gouvernement s'engage à consulter la partie syndicale sur le projet d'arrêté avant sa signature. À l'issue des négociations, au regard des avancées notoires, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, SILDEF, SINEB, SINESEC, SINEFCT, FENAREC, CIPESCO ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève.
De l'autre côté, le CINESUP, le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, accepte de reprendre les discussions avec le gouvernement après plusieurs jours de suspension de ces négociations. Le secrétaire général du CINESUP l'a dit cet après-midi à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre. Au micro de Ramata Konaté, le secrétaire général du CINESUP, Dr Abdou Malé, nous donne plus de détails. Le Premier ministre nous a reçus ce soir après l'échec des négociations du 25 avril avec le gouvernement sur surtout le premier point pour nous demander de bien vouloir retourner sur la table des négociations. Voilà, donc nous l'acceptons. Voilà, nous attendons l'avis du gouvernement dans ce sens pour reprendre les négociations. Est-ce qu'on peut connaître déjà quelques points qui font l'objet de désaccords? Le 25 avril, nous avons discuté de 7 points qui sont inscrits dans le préavis du CINESUP. Sur les 7 points, 6 ont fait l'objet d'accords et accords partiels. Ça veut dire qu'il y a 5 points d'accord et 1 point d'accord partiel. Maintenant, le seul point de désaccord est le point numéro 1, la revendication relative à l'application de la grille plafond 3000. Le CINESUP ne dit pas tout maintenant et tout de suite, mais le CINESUP dit qu'on convienne des modalités d'application. Nous sommes d'accord avec un échelonnement éventuel. Et en ce moment, on est à 79 jours de grève dans les régions de Tombouctou et Gao, grève du collectif des enseignants du Nord au niveau de l'enseignement secondaire. On vous le disait hier, les forces armées maliennes ont été attaquées en embuscade entre les localités de Gofri et Nampala hier. Suite à cette attaque terroriste, nous avons reçu des communiqués de condamnation de la section RPM France, de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, du Parti pour l'action civique et patriotique PACP. Tous présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Communiqué sur le même sujet également du président de l'Assemblée nationale et de l'ensemble des députés maliens. En cette douloureuse circonstance, la représentation nationale s'associe à la douleur des familles des soldats disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Elle salue tous les succès déjà remportés ces dernières semaines par les FAMA et leurs alliés face aux forces obscurantistes sur les différents théâtres d'opération. L'Assemblée nationale apporte son soutien indéfectible au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité dans la lutte implacable qu'ils mènent au quotidien contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le Mali est champion du monde de football dans la catégorie des moins de 10 ans. C'est le deuxième sacre de ces anges qui ont présenté aujourd'hui leur trophée à Keita Aminata Maïga, épouse du chef de l'État. Cette dernière a aussi reçu une délégation du SINOSAF. Kadiatou Kone, compte rendu. La délégation du SINOSAF, Comité national d'organisation du sommet Afrique-France, est venue remercier l'épouse du chef de l'État pour son soutien constant lors des préparatifs du sommet que notre pays a abrité. De l'assainissement aux activités de sensibilisation, Keita Aminata Maïga était au cœur de l'événement pour sa réussite selon le président du SINOSAF. C'est pourquoi la délégation lui a offert 2 tableaux en guise de remerciement et de reconnaissance. Pendant tout le processus de la préparation du sommet Afrique-France, Madame la Première Dame a été à nos côtés. Avec humilité, elle nous a toujours accompagnés, toujours disponible. Les paroles partent. On a voulu que quelque chose reste. Et ça, c'est à travers un tableau. Merci beaucoup, Madame, vraiment pour tout ce que vous avez fait pour nous. Le tableau magnifie un message de rassemblement, d'union, de cohésion sociale, d'où l'espérance. Les femmes sont porteuses du monde aujourd'hui par des actions. Et l'épouse du chef de l'État ne pouvait être qu'honorée. Je voudrais remercier personnellement M. Koulibaly Abdallah pour tout ce qu'il a pu faire parce que c'était un challenge, un défi, ce sommet. Et je crois qu'il a pu entraîner tout le monde. On lui doit une fière chandelle, le remercier encore, le remercier. L'année dernière, ils ont été reçus par Keita Aminata Maïga. Cette année aussi, ils sont venus avec des trophées. Ce sont les champions du mondialito de moins de 10 ans en Espagne. Et c'est la 2e année consécutive que nos joueurs remportent le trophée de leur catégorie à cette Coupe du Monde des enfants. Le mondialito, c'est la Coupe mondiale des enfants qui est organisée tous les ans, et soit au Portugal ou en Espagne, qui était à sa 24e édition cette année. Et pour nous, Maliens, c'était la 2e participation.
nous sommes très heureux de vous dire qu'on a su garder le titre de U10. Et en plus de ce trophée, le gardien malien de U10 a été choisi, sélectionné comme étant le meilleur gardien du tournoi. Merci à eux, merci à tous ceux qui les ont accompagnés. Et je vais me battre, je ne vous oublie pas. En tout cas, merci, bravo aux petits jeunes. Ces enfants sont du centre d'écoute communautaire de Savalibougou. Keita Aminata Maïga est aux côtés des enfants de ce centre depuis plus de 20 ans. Après le conseil des ministres de ce jour, le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Konaté, était face à la presse pour débattre des grandes décisions prises au cours du conseil. Le ministre Konaté avait à ses côtés ses collègues de l'énergie et de l'eau et des affaires religieuses et du culte. Le compte-rendu de Moussa Fani. Bientôt, le raccordement de l'ensemble des chefs-lieux des cercles au réseau de l'énergie du Mali et DMSA. C'est en substance le message transmis par le ministre en charge de l'énergie lors de cet entretien avec la presse. Selon lui, cela facilitera l'accès des populations à l'électricité. Cette première phase du programme d'urgence sociale d'accès à l'énergie 2017-2020 est financée à hauteur de 450 milliards de francs CFA, a indiqué le ministre en charge de l'énergie et de l'eau. À travers ce programme, il s'agit véritablement de faire en sorte que l'ensemble des chefs-lieux de cercle du Mali seront donc désormais, le service public de l'eau au niveau de ces chefs-lieux de cercle sera assuré par notre société Énergie du Mali. À travers la mise en œuvre de ce programme d'urgence sociale, vont payer le kilowattheure au même prix que Bamako, au même prix que tous les chefs-lieux de région, à savoir le kilowattheure 99 francs, le kilowattheure, au lieu de le payer pour ceux qui en ont accès aujourd'hui, de le payer à 250 francs. Ce programme va nous permettre également de renforcer en fait l'électrification sur l'ensemble du territoire et même d'agir sur au niveau de l'équilibre financier du secteur. Les journalistes ont été informés d'une autre décision, c'est celle relative au transport aérien des pèlerins et de leurs bagages. Cette année, le quota du Mali est estimé à plus de 13 000 pèlerins qui seront répartis entre la filière gouvernementale et les agences de voyage. Le coût du pèlerinage, lorsqu'on l'arrondit, c'est 2 370 2 365 et quelques jetons là-dessus. Alors, c'est l'un des coûts les plus bas de la sous-région, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, on me dira, pourquoi il n'y a pas le passeport ici? Oui, le passeport revient à la sécurité intérieure. C'est pour les pèlerins. Pécule mouton, nous l'avons déduit aussi parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de littérature autour de cette question des moutons au pèlerinage. Même si vous les ajoutez, le passeport à 55 000, pécule mouton 65 000, vous aurez, je crois, 120 000. Vous ajoutez 120 000 à 2 370 000, vous aurez peut-être 2 470 000. Au dire du ministre Diallo, son département a pris toutes les dispositions appropriées pour le bon déroulement du pèlerinage 2017. 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, la Maison de la presse, en partenariat avec les associations, organisations et syndicats de presse, initie la Semaine nationale de la liberté de la presse. Du 3 au 7 mai prochain, plusieurs activités se tiendront sur le thème « Journalistes et hommes de médias, devoirs et responsabilités en période de crise ». Et c'est le ministre de l'économie numérique et de la communication qui a lancé les activités. Sokona Kamisoko. Le Mali compte aujourd'hui plus de 120 titres, une cinquantaine de journaux en ligne et plus de 400 radios de proximité. Ce n'est pas tout, une vingtaine de télévisions privées est attendue. La révélation a été faite par le ministre en charge de la communication, pour qui ce bond cache pas mal de défis. Ce bond quantitatif n'a pas toujours été suivi de la qualité de notre lectorat, de nos auditeurs et téléspectateurs. Ce constat, cher acteur de la presse malienne, a amené le ministère de l'économie numérique et de la communication à entreprendre un vaste chantier de relecture des textes qui régissent la presse dans notre pays suite à l'exercice collectif de clarification, d'analyse et de synthèse que nous avons mené avec vous, hommes des médias. Vous conviendrez avec moi que la carte de la presse, ce sésame pour le journaliste,
se trouve aujourd'hui entre les mains de plusieurs personnes qui ne tirent pas l'essentiel de leurs revenus de la profession de journaliste tel que stipulé dans la loi. Ceci est préjudiciable aux professionnels des médias et jette du discrédit sur la profession. Nous espérons que vous nous aiderez à mener ces deux grands chantiers à terme afin de rendre notre presse plus responsable, plus respectée et surtout plus professionnelle. La journée est une tribune bien indiquée pour évaluer les acquis et identifier les défis à relever. L'occasion est aussi bonne pour rendre hommage aux confrères décédés dans l'exercice de la profession. En leur mémoire, une minute de silence a été observée. Cette année, le thème retenu est « Journalistes et hommes de médias, devoirs et responsabilités en période de crise ». Ce thème est d'autant plus d'actualité que notre pays, depuis 2012, est confronté à la pire crise de son existence. Vos commentaires, vos critiques, vos analyses ont permis de faire comprendre et accepter par nombre de vos concitoyens le sens et la portée de l'accord pour la paix et la réconciliation pour le Mali, issu du processus d'Alger signé le 15 mai et le 20 juin 2015. Vous leur avez expliqué les étapes de la crise tout en invitant le gouvernement à ne pas observer une omerta qui ne pourrait qu'alimenter la rumeur et s'aimer la confusion dans l'esprit de nos concitoyens. Au Mali, la célébration de la journée de la liberté de la presse s'étend jusqu'au 7 mai prochain. La recherche de la liberté de la presse ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le XVIe siècle, des mouvements au sein de la royauté britannique ont mis sur la table des revendications qui ont été adoptées en loi pour donner aux journalistes la liberté. Ainsi, la liberté de s'exprimer devient un acquis dans le monde, d'où la Journée internationale de la liberté de la presse. L'historique de cette date avec Mariam Sagara. Chaque année, une fiche pédagogique de certaines TV est établie pour la liberté de la presse au niveau planétaire. L'état des lieux sur la liberté de la presse, le bilan des violences contre les journalistes. Annuellement, un classement mondial de la liberté de la presse montre comment cette liberté progresse ou régresse selon le contexte, la géographie ou l'idéologie nationale. Une liste des prédateurs de la liberté de la presse est fournie au monde sur tous les canaux pour stopper ceux qui violent cette liberté royalement acquise depuis 1695 avec la Révolution en Grande-Bretagne. C'est de là qu'est partie la longue marche pour l'instauration de la liberté de la presse dans le monde. Et le roi Louis XVI en France n'avait pas d'autre choix que de reconnaître ce combat noble qui donne à la presse sa liberté. C'était lors de la séance royale du 23 juin 1788. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, considérée comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse, a été votée sous la Troisième République. Cette loi définit donc les libertés et responsabilités de la presse française. Elle impose un cadre légal à toute publication, à l'affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique. Cette loi, inspirée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, donne une marge considérable à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Cependant, il faut reconnaître que cette loi prévoit des garde-fous pour des journalistes qui ignorent encore leurs limites. Il est fort évident que malgré cette disposition nouvelle, les atteintes à la liberté de la presse se manifestent timidement et des journalistes sont encore sous tutelle, soit financièrement ou administrativement. En Afrique, quand le vent de la démocratie a soufflé, il y a eu une éclosion de la communauté de presse. Très souvent, une presse sans contrôle qui, par moment ou par endroit, a attisé la haine au sein de la population pour alimenter des tensions. La radio des 1000 collines en est l'exemple en Afrique centrale. Un rappel à l'ordre souvent violent ou intimidant entache cette liberté acquise pour créer des martyrs. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre cette journée mondiale de la presse. Un bilan annuel est établi et la sensibilisation à tous les niveaux interpelle ceux qui abusent de cette liberté. Il est évident que être libre, c'est être maître de soi, maître de ses propos. Donc, il faut assumer avec professionnalisme ce qu'on publie. Comme le dit Voltaire,
Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Voilà qui est bien dit, Mariam Sagara. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a visité hier 2 services clés dans le cadre de la préservation des finances publiques et des biens de l'État. Il s'agit du bureau du Vigal et de la cellule nationale de traitement des informations financières. Nous écoutons le ministre à la fin de la visite au micro de Daouda Sidiki Diarra. J'ai souhaité venir à la rencontre de ces 2 organismes, d'abord pour échanger avec eux, pour comprendre davantage leur mission. Aucune lutte contre l'enrichissement illicite, aucun blanchiment, aucune lutte contre la corruption, aucune lutte contre la fraude ne peuvent être réussies aujourd'hui sans ces 2 organismes et les autres. Et c'est pour cela que dans le cadre de la dynamique gouvernementale de lutte contre la corruption et de préservation des biens de l'État, nous envisageons aujourd'hui de mettre en place une stratégie unique de lutte contre la corruption et la fraude. Et cette stratégie unique doit permettre à chacun des organismes d'aller au contact l'un et l'autre, les uns et les autres, pour harmoniser leur démarche. Mais au-delà de ces organismes, je veux aussi mettre en perspective ces organismes avec la justice, notamment la justice judiciaire. Nous avons des pôles spécialisés en matière économique et financière, mais en matière de terrorisme également. Ces 2 pôles financiers doivent pouvoir travailler d'arrache-pied avec les organismes dans un souci d'harmonisation. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite qui se met en place va devoir donc surveiller toutes les déclarations de patrimoine. Et cette déclaration de patrimoine doit se faire dans des conditions telles qui puissent donner l'occasion à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite de procéder à des enquêtes, de procéder à des contrôles. Nous poursuivons avec ce communiqué du 28 avril au 2 mai dernier. Le docteur Abdraman Silla, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, a effectué une visite en Afrique du Sud, et au Mozambique. Dans ces 2 pays, le ministre Silla a rencontré les communautés maliennes vivant à Johannesburg et à Mozambique. Les échanges ont porté sur la situation de nos compatriotes et les difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés, imprégnés donc des problèmes rencontrés par les Maliens de l'extérieur en général et ceux d'Afrique du Sud et de Mozambique en particulier. Le ministre Silla les a rassurés du soutien et de l'accompagnement des plus hautes autorités du Mali à travers son département qui a pour mission la défense, la protection et l'assistance de tout Malien de l'extérieur. Une forte délégation du Comité exécutif national du Mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence, MCATT, conduite par son président Jamil Bitar, s'est rendue lundi 1er mai au siège du parti Force citoyenne et démocratique FCD à Lafiabougou. Les 2 délégations ont eu des échanges fructueux autour des questions touchant leurs formations respectives et certaines grandes préoccupations de la nation. Après échanges et discussions sur les sujets évoqués, les 2 parties ont procédé à la mise en place d'une commission de travail pour approfondir les points d'activité envisagés. Le prix d'achat de base du coton graine pour la campagne 2017-2018, les prix d'achat donc sont fixés comme suit. Premier choix, 250 francs le kilogramme. Deuxième choix, 225 francs le kilogramme. Troisième choix, 205 francs le kilogramme. C'est un communiqué de l'interprofession du coton du Mali. 25e session extraordinaire du conseil d'administration de l'APEJ. L'APEJ, c'est l'agence pour la promotion de l'emploi jeune. Un seul point à l'ordre du jour, il s'agit de l'examen et de l'adoption du manuel de procédure administrative, financière et comptable de l'agence. Le compte-rendu de Fademba Keita. Le manuel de procédures administratives, financières et comptables est un instrument de gestion de plus de 500 pages. Élaboré par l'APEJ, l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, à travers un bureau d'études, le document retrace de façon exhaustive toutes les étapes de gestion d'une structure. Les chapitres qui le composent sont entre autres le cadre institutionnel, les procédures administratives, les procédures financières et comptables. Il faut reconnaître que ça a été un très long processus et qui a conduit des experts tels que le cabinet Diarra à l'APEJ à le formater, aujourd'hui à le soumettre au conseil d'administration avant de le référer au service du contrôle général des services publics et
avant l'arrêté conjoint du ministre en charge de l'emploi et celui de l'économie et des finances. La pêche est une structure mise en place par le gouvernement du Mali. La mise en œuvre du président Manuel vise plusieurs objectifs, précise le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Sa mise en œuvre doit permettre, entre autres, d'avoir la traçabilité des actions, activités en vue d'effectuer des contrôles de responsabilité, de rationaliser les ressources de l'agence à travers une répartition adéquate des tâches, de favoriser la bonne gouvernance et améliorer l'utilisation efficiente des deniers publics. Il est donc demandé aux administrateurs d'examiner de façon approfondie le projet de manuel de procédure soumis à leur appréciation. Les observations pertinentes formulées permettront d'améliorer substantiellement l'image de ce département qui crée des milliers d'emplois par an. Je vous le disais dans le titre, le président de la République vient de lancer à Dialakorodji, dans le cercle de Kati, les travaux de construction et de bitumage de la route Bankoni, Dialakorodji, Safo, Dabani, Nonsambougou. Cette action du président de la République est saluée par les populations locales qui sont sorties massivement pour le saluer. Le compte rendu de Ibrahima Traoré. Forte mobilisation des populations de Bankoni à Dialakorodji. Les riverains ont pris d'assaut le long du parcours présidentiel. Ils manifestent leur joie et témoignent au chef de l'État toute leur reconnaissance. Le président de la République est touché par l'état de cette route assez dégradée. Bientôt, ce sera un triste souvenir. Son acte mettra fin à des décennies de souffrance des populations. Dans les rues de Bankoni, par exemple, ce ne sont pas des mots de remerciement qui manquent. La construction de cette route va beaucoup nous arranger. Nous souffrons beaucoup à cause de la poussière. Grâce à cette construction, nous pourrons vivre tranquillement. Il faut que la population comprenne que cette route est pour nous tous. Donc, il faut qu'elle soit collaboratrice. C'est donc un chef d'État comblé qui a quitté Dialakorodji. Les actions présidentielles du genre sont attendues bientôt à travers le pays, toujours pour le bonheur des populations. C'est donc une route longue de 56 km dont la réalisation va coûter plus de 27 milliards de francs CFA au budget national pour un délai d'exécution de 15 mois. L'objectif est bien de soulager les populations de ces localités en matière de déplacement et faciliter ainsi l'écoulement de leurs produits agricoles. Le compte rendu de Sirabachili. Politique nationale de désenclavement du Mali. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, arrive à Dialakorodji pour exécuter une partie de son plan d'action 2015-2019. Le technicien du jour monte donc à bord de ce Caterpillar et donne le coup d'envoi des travaux de construction de la route Bankoni-Dialakorodji, Safo-Dabani-Nosomboku, une route longue de 56 km. Sa réalisation va coûter au budget national plus de 27 milliards de francs CFA. Selon le ministre de l'Équipement et
et du désenclavement, il faut retenir de cette action qualifiée d'offensive gouvernementale 2 enseignements. Le premier est le symbole marquant d'un Mali qui bouge, se construit et se forge une vision à long terme de son développement sous la conduite éclairée de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Le deuxième enseignement est la constance du gouvernement dans ses actions et sa volonté à mettre en œuvre des projets et programmes structurants, toujours orientés vers la productivité, en dépit des multiples défis qui l'assaillent. 15 mois donc pour voir le quartier Bankouni connecté à Nosombougou via Dialakorodji. Il s'agit dans un premier temps d'atténuer les difficultés de circulation sur la route et dans un second temps contribuer au développement économique du Mali à travers les échanges commerciaux. Un bonheur indicible. Déjà en venant ici, les visages que j'ai vus aujourd'hui m'auront marqué pour longtemps. Ça veut dire que l'attente était réelle. Que par bonheur, Allah subhanahu wa ta'ala nous ait donné de lancer aujourd'hui le premier coup de lame de cette route Bankouni, Dialakorodji, Safo, Dabani et Nosombougou est un bonheur réel. La route, c'est le développement, c'est l'espoir de toutes les possibilités. Et Dieu sait qu'il y en a dans cette zone, dans cette région. Et surtout également l'accessibilité plus facile aux équipements sociaux et sanitaires. Et les écoles, tout cela aujourd'hui apporté. Sans qu'également, à longueur d'année, d'heures, de moments de la journée indifférents, les gens soient soumis aux affres de la respiration de la poussière, laquelle est vectrice de tous les maux possibles, toutes les pathologies. Donc là, je pense que nous aurons fait œuvre utile, notre devoir, si cela se réalise dans les temps indiqués. Création d'emplois à la fois à travers ce projet, mais surtout la mise en valeur de nos experts en la matière. Le président de la République apprécie la promotion de la femme à travers ce projet routier. J'ai apprécié particulièrement la clarté de l'exposé de notre jeune ingénieur de la direction des routes qui maîtrise son sujet, a dit avec brio les différentes phases de l'évolution de cette construction, ce qu'elle sera enfin in fine. Tout cela donne beaucoup d'espoir pour ce pays. Et quand on sait également le souci que j'ai pour la promotion de la femme, pas une promotion imméritée, mendiée, donnée, mais méritée, je suis à l'aise aujourd'hui. Elle a fait un exposé dont plusieurs ingénieurs hommes devraient être jaloux. C'est ça la femme malienne telle que je la souhaite, telle que je la sens, telle que je la souhaite, telle que je la veux. Elle était aujourd'hui à l'œuvre. Et je note également la rigueur avec laquelle Madame le ministre de l'Équipement a instruit à ses équipes de tenir compte des délais. Il ne s'agit pas de faire la route, mais de la faire dans les délais et avec la qualité. Pas une route qui va s'envoler à la première pluie, mais une route qui va tenir, qui sera solide. Ce sont donc des populations toutes joyeuses et enthousiastes qui ont remercié le président de la République à travers le chef de village de Dialakorodji. Ces populations ont donc offert un bélier, du haricot et de l'arachide au chef de l'État. À noter que ce lancement est l'étape 1 d'une série de 5 projets routiers pour les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Alors, ce projet qui vient d'être lancé s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la volonté du président de la République de réaliser des projets de développement outre le volet routier. Cette initiative intègre la réalisation des points d'eau, d'espaces verts, entre autres. Amadou Sankari reviendra sur cet aspect dans nos prochaines éditions.
Ensemble pour favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale dans le centre du Mali. Les cadres de la région de Mopti s'engagent à travers une rencontre de 2 jours dont les travaux se sont achevés cet après-midi pour une sortie rapide de la crise. La rencontre de Mopti recommande le dialogue entre l'État et les groupes armés, l'application des textes régissant le foncier, le retour de l'administration sur l'ensemble de la région et la réouverture des écoles fermées. Le compte rendu avec Mohamed Diarra. De la discussion jaillit la lumière, dit-on. Une lumière qui doit guider les pas des fils du pays vers la paix. Voilà résumé la rencontre de Mopti sur la thématique du vivre ensemble et de la cohésion sociale. 4 commissions de travail avec un dénominateur commun. Identifier les causes de la crise sécuritaire dans le centre du pays. Parmi les facteurs évoqués, la mauvaise gouvernance, la non-application des textes régissant le foncier, le déficit de dialogue inter- et intracommunautaire, la lutte contre le radicalisme et le fanatisme. Et c'est pourquoi la rencontre recommande. Il faut dialoguer avec les djihadistes, avec nos parents qui semblent être éloignés de nous momentanément par la compréhension qu'ils ont de la vie, des saintes écritures. Nous sommes libres en tant que citoyens de discuter avec tous les enfants du Mali. Le ministre Konaté a déclaré avoir pris bonne note. Et c'est ensemble que nous ferons bouger les lignes, a-t-il ajouté. Recoudre le tissu social soumis à rude et douloureuse épreuve de déchirure, faire que ce tissu social soit recousu avec le fil que chacun d'entre nous aura permis de créer. Il y a quelque chose de fondamental qui caractérise cette rencontre. C'est que tout le monde a compris, et de façon, je crois, définitive, je l'espère en tout cas, que contre l'adversité, d'où qu'elle vienne, et quelle que soit sa forme, nous avons une seule arme. C'est notre unité nationale et notre cohésion sociale. C'est le seul rempart que nous avons contre l'adversité. La rencontre de Mopti souhaite la mise en œuvre des recommandations des précédentes rencontres sur la situation sécuritaire dans le centre du pays. Elle recommande aussi la constitution d'un groupe de suivi pour la mise en œuvre des conclusions issues de la présente rencontre. Alors, plus tôt que prévu, Amadou Sankari vient de nous rejoindre avec son reportage qui est déjà prêt. Je vous l'annoncer, c'est un projet qui vient d'être lancé et qui s'inscrit dans la matérialisation de la volonté du président de la République de réaliser des projets de développement outre le volet routier. Cette initiative intègre la réalisation de points d'eau et d'espaces verts. Amadou Sankari, donc. C'est un projet de plus de 27 milliards de francs CFA, entièrement financé par le budget national que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de lancer. La réalisation de ce tronçon, Bankoni, Dialakoroji, Safo, Dabani, Nonsombougou, long de 56 km, sera exécutée en 15 mois hors saison de pluie. C'est une route avec des standards élevés et un revêtement en béton bituminé de 5 cm. La couche de base, les techniciens le savent, au lieu de la faire en terre, et on l'a fait en grave concassé, ainsi de suite. Le projet sert de contournement des gros porteurs qui viennent de Dakar, qui ne seront plus obligés de passer par les descentes sinueuses de Kati. Ce projet va au-delà de la construction d'une simple route, puisqu'il intègre la création d'environ 1000 emplois directs et indirects, la plantation de 4000 arbres, la création de 10 hectares de bosquets villageois, mais également l'installation de 11 points d'eau équipés de pompes à motricité humaine. Ce sont des populations très enthousiastes, souvent au perché, qui ont salué cette initiative présidentielle. C'est un véritable ouf de soulagement pour nous. Nous remercions le président de la République pour cette initiative. Il y a longtemps, nous attendons cela. Merci une fois de plus au président. Les travaux seront exécutés par l'entreprise burkinabé Kojeb International, une entreprise qui entend d'ailleurs terminer les travaux avant le délai contractuel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain.